J'accueille Jean-Philippe Maguet qui est... donc là, on va parler de la création d'une langue maintenant, presque. Les langues à l'ère de Twitter. Jean-Philippe Maguet, lui, est enseignant-chercheur en linguistique et informatique à l'ENS de Lyon. Merci beaucoup. Alors pour commencer, je voudrais vous proposer un petit jeu, si on veut. Voilà, un objet. J'aimerais savoir qui parmi vous appelle ça un crayon à papier. Levez la main. Ok. Et maintenant, qui appelle ça un crayon de papier? Je lève la main aussi. Donc, la conclusion de ce petit jeu, c'est que les deux formes coexistent. Et qu'est-ce que ça nous dit que ces deux formes coexistent? Ça nous dit que les formes varient. Là, je vous ai montré une carte de France dans laquelle chaque zone représente une manière de désigner ce petit objet qu'on a vu. Par endroit, c'est crayon tout court. Ça peut être crayon à papier, crayon de bois, crayon de papier, crayon gris. Toutes ces formes coexistent au sein de la langue. Et ce que nous montre cette carte, c'est que ces différentes formes ne sont pas réparties aléatoirement sur le territoire, mais au contraire, qu'elles sont structurées géographiquement et que chaque endroit a sa propre manière de désigner ça. J'ai un deuxième petit exemple, quelque chose de très lyonnais. Vous avez déjà entendu des gens dans le coin dire « il va y faire ». Dans d'autres régions de France, on entendrait « il va le faire ». Et ce que nous montre cette carte, c'est que c'est effectivement un régionalisme qui provient en fait du franco-provençal que Colette vient de mentionner, qui était une langue qui était parlée dans cette région du pays, là, coincée entre la langue d'oc et la langue d'oï. Et qui nous a laissé cet héritage et qui est donc géographiquement comme ça délimité. Donc les langues varient. Les langues varient géographiquement, mais pas uniquement. Par exemple, si je vous dis « ouais, c'est quoi ce bordel ?» Et maintenant, si je vous dis « oh mon Dieu, quel bazar !» c'est deux manières différentes d'exprimer la même chose, mais vous sentez bien que derrière ces deux manières différentes se cachent des groupes sociaux différents. Et la variabilité des elle est structurée. Ah mais j'ai les mêmes problèmes que les autres. Hein. Je promets, je n'y touche pas. Cette variabilité, donc, elle est structurée socialement ici, et en fait, elle est structurée de plein de façons différentes. On peut prendre à peu près n'importe quelle variable socio-démographique qui va caractériser des individus et montrer que ces variables-là peuvent expliquer une partie de la variabilité linguistique qu'on observe. Donc la géographie, on l'a vu, la classe sociale, mais aussi le genre. Il y a des différences entre les hommes et les femmes. L'âge, il y a des différences d'âge qui sont des différences intéressantes. On va y revenir dans un instant. N'importe quelle propriété comme ça est capable de définir un ensemble de variantes qui sont privilégiées par les individus. Alors les langues, elles varient dans tous leurs aspects. Elles varient dans leur phonologie, par exemple. Par exemple, qui ici dit rose et qui dit rose? Voilà, quelques-uns. Donc ça, c'est des sons de la langue qui changent en fonction de la géographie. Là, vous l'aurez reconnu. Mais ça change dans le lexique aussi. Qui dit pain au chocolat? Et est-ce que parmi vous, il y a des gens qui disent chocolatine? Oui, quelques-uns aussi, qui est quelque chose qu'on observe plus dans le sud-ouest, de manière très concentrée à Bordeaux et qui s'étend un petit peu comme ça dans le territoire. La syntaxe aussi peut changer. Par exemple, qui est-ce qui dirait qui est-ce qui commence? Et qui est-ce qui dirait c'est qui commence? Alors là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Est-ce qu'il y a des gens ici qui diraient les deux, par exemple? Qui pourrait dire les deux? Moi, je pourrais dire les deux. Je pourrais dire les deux. Par exemple, si ce soir j'avais à vous poser la question, je dirais qui est-ce qui commence? Pourquoi? Parce que je suis dans un contexte un petit peu formel. J'essaye de faire le linguiste, de me donner une certaine légitimité. Donc je soigne mon langage. Si je suis dans une soirée avec des amis et qu'on est en train de jouer et que la question c'est de savoir qui va commencer la partie, j'aurais aucun scrupule à dire c'est qui commence. Cette variabilité-là, elle est un petit peu différente de celle dont je vous ai parlé précédemment. C'est une variabilité intralocuteur. C'est-à-dire que indépendamment de toutes les caractéristiques socio-démographiques
qui me sont propres. Moi-même, et pareil pour chacun d'entre vous, on a une variabilité linguistique qui est propre à la situation, propre au contexte dans lequel on est. On adapte notre registre. On peut varier de registres formels à des registres beaucoup plus familiers. Alors qu'est-ce que ça nous dit tout ça? C'est qu'en fait il n'y a pas une manière de parler. Une langue, il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose de monolithique, homogène, mais au contraire, il faut reconnaître dans une langue la coexistence de tout un tas de systèmes de conventions que les utilisateurs, que les locuteurs partagent, qui connaissent plus ou moins. Par exemple, je suis incapable de vous parler avec un accent méridional, à part être en mesure de dire rose comme ça une fois dans la phrase. Pourtant, cet accent méridional, je le connais de manière passivement, et quand quelqu'un me parle avec un accent méridional ou québécois ou tout ce qu'on veut, je suis capable de le reconnaître, je suis capable de l'identifier. Je suis capable de jouer avec les registres, je suis capable de jouer avec tout un tas de systèmes comme ça. Et ça, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça vient définir mon identité. Tous ces choix, dans toutes ces variantes possibles qu'on a à disposition dans la langue, le choix entre ces différents systèmes de convention, la manière dont ça va être perçu par nos interlocuteurs, c'est tout un tas de moyens de définir, voire de revendiquer notre identité. De la même manière que Colette nous le montrait pour le choix d'une langue par rapport à une autre. Ces mécanismes-là jouent aussi à l'intérieur d'une même langue. Alors, cette variation, elle est intéressante. Elle est intéressante à plus d'un titre. Elle est intéressante aussi parce qu'elle est intimement liée avec la notion de changement linguistique. Les langues changent. Et ces changements linguistiques, en fait, sont à peu près de la même manière que ça se passe pour les changements, biologiques des espèces. Vous connaissez à peu près comment fonctionne la sélection naturelle. Il y a une diversité dans une population. La sélection naturelle va privilégier certaines variantes par rapport à d'autres. Dans les langues, ça fonctionne de la même manière. Quand une langue change, c'est que certaines variantes qui étaient en compétition, à un moment ou à un autre, sont privilégiées par rapport aux autres, deviennent tellement majoritaires qu'en fait, c'est elles qui vont finir par demeurer. Donc, la variation, elle est là, elle va venir nourrir le changement. Mais inversement, quand un changement est en cours dans une langue, ce changement-là, il va venir à son tour conditionner la variation. J'ai un petit exemple pour vous montrer ça. On va parler de l'omission du ne dans la négation. On peut dire je ne sais pas, on peut tout aussi bien dire je sais pas. Donc les gens se sont posés la question de savoir à quelle fréquence les gens, et en fonction de qui ils étaient, omettaient ce ne dans la négation. Les pourcentages que vous voyez là sont des études qui ont été faites dans la région de Tours, à deux moments différents, et on a regardé le pourcentage d'omission de la négation en fonction de l'âge des locuteurs. En 1976, on observait que 81% des 14-21 ans omettaient le ne, alors qu'il n'était que 48% chez les 51-64 ans. Alors on pourrait se dire, peut-être qu'en vieillissant, les gens ont tendance à remettre le ne de négation qu'ils oublient quand ils sont jeunes, parce que c'est bien de vouloir faire jeune et que c'est un moyen de se distinguer. En 1985, une nouvelle étude a montré que ces pourcentages avaient changé. Cette fois-ci, c'était 86% chez les 14-21 ans à omettre ce ne, et 75% chez les 51-64 ans. Si on essaye de réinterpréter ces données un petit peu différemment, de regarder ce qui se passe en fonction de l'âge, en fonction de l'année de naissance de ces différentes personnes, ceux qui avaient 51-64 ans en 1976 étaient nés en fait entre 1912 et 1925. Ceux qui avaient entre 51 et 64 ans en 1985, eux étaient nés entre 1921, j'ai un pointeur en fait, entre 1921 et 1934. Ceux qui avaient entre 14 et 21 ans, 76, étaient nés entre 54 et 62. Et finalement, ceux qui avaient entre 14 et 21 ans et 85 étaient nés entre 63 et 71. Quand on regarde les choses de cette manière-là, ce qu'on voit, c'est que plus on avance dans le siècle,
plus les gens omettent le nœud en fonction de leur année de naissance. Je reviens sur ce que Christophe expliquait tout à l'heure, sur le fait que quand les bébés naissent, leur cerveau n'est pas tout à fait mature et que la maturation cérébrale va se faire dans notre espèce sous l'influence de tout un tas de stimuli langagiers. Ce qui se passe en fait, c'est que lorsqu'on acquiert notre langue maternelle, on fait ça avec une facilité déconcertante parce que notre cerveau est en cours de formation et que la manière dont on l'acquiert dans les plus jeunes années de notre vie, cette manière-là va avoir tendance à se cristalliser. Ce qu'on observe ici en fait, c'est finalement la fréquence d'omission de ce nœud dans les premières années de l'enfance de toutes ces personnes-là, et la fréquence à laquelle les gens l'utilisent, en fait, représente la fréquence, peu ou prou, à laquelle ils étaient exposés pendant leur naissance. Donc quand on a une variation comme ça en fonction de l'âge, ce que ça nous dit, c'est que ce taux d'omission du nœud a augmenté au cours du siècle, et que les gens des générations successives sont en fait des photographies de l'état de la langue pendant leurs premières années d'enfance. Donc voilà comment un changement linguistique en cours va venir contrôler la variation qu'on observe dans une langue. Alors tout ça nous amène au français qu'on observe sur Internet, qui était un petit peu l'objet de cette intervention. Et donc, je vous ai mis ici quelques tweets que j'ai repérés. Je ne vais pas m'attarder en fait très longtemps là-dessus. La seule chose que je voudrais noter, c'est que on observe tout un tas de phénomènes qui sont clairement pas du tout propres au français standard. Le premier, là, la pauvre elle stresse pour rien. Je m'en balance, c'est que des vêtements. Alors vous voyez qu'il n'y a pas le stress est mal conjugué, que le pour est abrégé. Le je m'en, pareil. Balance, il faut vraiment réfléchir ou connaître pour savoir que c'est balance. C'est que des vêtements, le c'est c'est une représentation phonologique du C apostrophe est. Étonnamment, il y a un accent sur le vêtement. On peut soupçonner un correcteur orthographique qui est passé par là. Cet autre tweet là, j'espère ce soir je vais réussir à dormir. On a le même type de phénomène ici, le je vais avec une contraction. De manière intéressante, il n'y a pas de pronom relatif. On s'attendrait à j'espère que ce soir je vais réussir à dormir. Donc on a des formes syntaxiques non standards qui apparaissent. Et dans le dernier, bon demain je me lève tôt, faut que j'emmène Nassim à l'école, MDR. Pareil. Alors là on a en plus des phonologisations encore plus marquées que ce que j'avais tout à l'heure. Encore une fois, il manque un pronom relatif. Il manque même un pronom devant pour le il faut. On a un MDR qui est une innovation lexicale propre à Twitter ou propre au langage en ligne. Donc voilà, on a tout un tas de phénomènes comme ça linguistiques qui viennent se manifester dans ces expressions. Et en fait, là où je voudrais en venir, c'est que bien souvent, le discours qu'on entend face à ces choses-là, c'est que le français s'appauvrit et que ces formes-là sont des formes de détérioration de la langue qui viennent entamer sa vénérable, etc., etc. Bref. En fait, non, pas du tout. Tous ces phénomènes qu'on observe, c'est des phénomènes naturels de variation. À partir du moment où on a dans la tête que la variation, c'est un phénomène naturel qui apparaît dans les langues, tous ces phénomènes linguistiques dont on pourrait éventuellement penser que ce sont des phénomènes de détérioration, sont en fait des phénomènes d'enrichissement. Plus il y a de la variation dans une langue, plus elle est riche. Une langue qui se priverait de toutes ces variations serait une langue qui serait une langue qui change plus, une langue qui n'évolue plus, c'est une langue morte. Alors, effectivement, on pourrait se demander, est-ce que c'est vraiment plus de variations ou est-ce que ces choses qu'on observe se font au détriment du français standard et des compétences qu'on pourrait attendre des locuteurs. Alors je vais vous présenter une étude qui a été publiée il y a 2 ans et qui était menée par l'université de Poitiers. Ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient distribué des téléphones portables à des collégiens qui avaient 11-12 ans. Et puis, ils avaient un autre groupe de collégiens qui avaient le même âge, auquel ils n'ont pas distribué de téléphone portable. Et ce qu'ils ont demandé aux collégiens qui avaient des téléphones portables en échange de ce téléphone, c'était de leur transmettre tous les SMS qui
qui pouvaient s'échanger. Et donc ils ont étudié ces SMS et ils ont aussi étudié comment ces collégiens se comportaient par rapport à ceux qui n'avaient pas de téléphone portable. Et alors, la première de leurs conclusions, c'est qu'il n'y avait pas de différence notable de compétences en orthographe entre les collégiens qui avaient un téléphone portable et ceux qui n'en avaient pas, ni au début de l'année pendant laquelle s'est déroulée l'étude, ni en fait tout au long de l'année. Leurs compétences en orthographe sont restées similaires, qui s'envoient des SMS ou pas. La deuxième conclusion à laquelle ils sont arrivés, c'est que quand on regarde les SMS de ces collégiens, le nombre de formes non standards augmente au fur et à mesure que les mois passent. Il y a besoin d'un apprentissage, d'une acculturation aux médias et aux possibilités d'expression qu'ils proposent. Donc il y a besoin d'apprendre, d'accord ? Il y a besoin d'apprendre ces formes non standards. Et la troisième de leur conclusion, c'est qu'en fait, qui sont les collégiens qui vont apprendre le plus rapidement à manier ces formes non standards ? Eh ben, ce sont ceux qui ont le meilleur niveau en orthographe, d'orthographe standard. C'est-à-dire que pour être en mesure d'apprendre ces codes non standards, le mieux qu'on puisse faire, c'est être suffisamment armé en maîtrisant les codes standards, parce que mieux on va maîtriser un code, et plus on aura de facilité à en acquérir de nouveaux. Donc on est fondamentalement polyglotte en fait. On est capable de gérer cette variation, on est capable de passer de l'un à l'autre, et on a le cerveau qui est câblé pour ça. Alors, par ailleurs, je vais conclure sur des opportunités que vont offrir ces manières de s'exprimer en ligne. Avec l'avènement du web, on a une immense partie de notre activité linguistique, activité sociale, qui est médiée par des dispositifs numériques. On s'échange des mails, on poste sur Facebook, on s'envoie des tweets, etc., etc. Et toutes ces choses-là sont des données linguistiques que les linguistes peuvent récupérer, peuvent utiliser, peuvent analyser. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'à côté de ces données linguistiques, on a tout un tas de données sociales sur avec qui les gens interagissent, comment, combien de temps, à quelle fréquence, avec qui on échange des mails, qui on suit sur Twitter, avec qui on est amis sur Facebook, etc. Et ces données-là, disponibles en quantité radicalement astronomique, vont nous permettre, à nous linguistes, de jeter sur les langues, et notamment sur la variabilité et sur l'évolution, un regard complètement nouveau, nous permettre de détecter des phénomènes pas du tout triviaux à avoir si on n'a pas ces données à disposition là. Et j'ai deux exemples pour ça. Le premier, ça a été une étude qui a été menée sur un forum dédié au cancer du sein. Et donc ce que les linguistes ont regardé ici, c'était le profil linguistique, en fait, la distribution des fréquences lexicales, la distribution de l'usage des mots des gens qui arrivaient sur le forum, par rapport à la fréquence générale observée sur ce forum. Et regardez ça semaine après semaine chez les nouveaux utilisateurs. Et ce qu'on observe ici, cette tendance à décroître comme ça, qu'est-ce que ça nous indique ? Ça nous indique, donc, cette distance-là, c'est vraiment la distance linguistique d'un utilisateur à un instant donné, en fonction du nombre de semaines qu'il ou elle a passé sur le forum, la distance de sa langue par rapport à la langue moyenne sur le forum. Et cette descente là qu'on observe, elle est là pour nous dire que quand les gens arrivent sur le forum, ils utilisent la langue qui est la leur, qui est différente de tout le système de convention qui a été construit par les utilisateurs de ce forum, et que semaine après semaine, ils vont acquérir ce système de convention, acquérir les spécificités propres à ce forum, et petit à petit s'en rapprocher. Donc ça nous dit deux choses, ça. Ça nous dit tout d'abord que sur ce forum-là, les utilisateurs ont réussi à mettre en place ensemble une variété linguistique qui leur est propre, pour dire les choses un peu à grands traits, en tout cas un ensemble de conventions propres à ce forum, que les utilisateurs
nouveaux acquièrent petit à petit, semaine après semaine, de la même manière que nos collégiens tout à l'heure acquéraient leur langage SMS trimestre après trimestre. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est une étude à peu près similaire, cette fois-ci sur un forum d'amateurs de bière. Et encore une fois, la courbe que vous voyez ici, c'est la courbe moyenne de la distance d'un utilisateur, de la langue d'un utilisateur par rapport à la langue moyenne de la communauté, en fonction du temps qu'il va passer sur le forum. Donc au début, c'est le moment où il arrive sur le forum, et à la fin, c'est le moment où finalement il aura quitté le forum parce qu'il s'est lassé de ces discussions d'amateurs de bière. C'est un processus qui peut prendre plusieurs années. Et ah ouais, non, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et donc, un utilisateur qui arrive sur le forum se situe à une certaine distance des conventions de la langue qui a été déployée sur le forum. Cette première décroissance qu'on voit ici, c'est exactement la même que celle qu'on voyait ici. Les gens vont apprendre le système de convention du forum. Et puis, ça va se stabiliser une fois qu'ils auront atteint une distance confortable qui leur permette d'être reconnus comme un membre actif du forum et de faire partie de cette communauté. Et de manière intéressante, ce qu'on observe, c'est qu'au bout d'un certain moment, les gens vont de nouveau s'éloigner linguistiquement de la communauté linguistique de ce forum. Et là, le phénomène qui se passe, c'est pas que ces utilisateurs vont à nouveau changer leur manière de s'exprimer sur ce forum pour aller vers quelque chose d'autre, c'est que le système de convention, les particularités linguistiques du forum changent, elles évoluent, lentement elles dérivent, notamment alimentées par les nouveaux utilisateurs qui arrivent de manière systématique. Et ce que ça montre, c'est que passé un certain temps, en fait, les utilisateurs qui sont là depuis un certain moment vont pas acquérir les innovations linguistiques qui ont lieu sur le forum. Du coup, c'est l'ensemble de la communauté linguistique du forum qui va s'éloigner d'eux. Autrement dit, même quand on est un utilisateur sur un forum d'amateurs de bière, on finit par devenir un vieux con, et c'est les jeunes qui vont proposer une nouvelle, qui vont venir réalimenter le système de convention linguistique. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on est uniquement capable de voir parce qu'on a suffisamment de données numériques tirées de ces moyens d'expression sur le web, avec des calculs statistiques un petit peu savants et compliqués, et qu'on n'est pas capable d'observer autrement. Donc c'est tout un tas d'opportunités qui s'ouvrent grâce à ces données numériques. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est que Internet, ça vient nous proposer tout un tas de nouveaux canaux d'expression. Et les langues varient naturellement, spontanément, et il n'y a vraiment pas lieu de s'étonner que cette variation spontanée des langues vienne s'exprimer sur ces nouveaux canaux d'expression. Le contraire aurait été super étonnant en fait. Si on avait dû écrire tous nos posts de forum comme on écrit des dissertations ou des lettres ou des cartes postales de vacances, là il aurait fallu être choqué. Le fait que dans les nouveaux canaux d'expression offerts par les technologies numériques, on voit des nouvelles formes de langue, c'est complètement normal en fait. C'est la façon dont les langues fonctionnent. Elles varient, elles s'adaptent, elles changent. Et c'est ce qui se passe sur ces nouveaux canaux de communication. Et il ne faut pas s'en inquiéter en fait. On est complètement armé cognitivement pour assumer cette variation et être capable de jongler avec les différents codes. Voilà. Donc il ne faut vraiment pas s'alarmer de l'état de la langue française. Elle va très très bien, beaucoup mieux que d'autres langues, comme Colette a pu nous le dire tout à l'heure. Merci. Merci. On va peut-être prendre juste le temps d'une ou deux questions. Moi, je retiens qu'à l'ENS, aujourd'hui, on ne parle plus de fautes, mais de phénomènes linguistiques. C'est bien. Une question au pape ? Voilà, ici. Merci. Oui, alors... Je voudrais voir s'il n'y a pas une façon de faire la synthèse avec ce qu'on attendait précédemment avec votre collègue. Je partage complètement votre projet qui serait un peu de la prévalence française standard et qui devrait perdurer à travers les âges. Et je partage votre optimisme par rapport à cette variation qui entraîne des changements, et que ça fait partie de
d'un processus normal dans l'évolution des langues. Mais là où j'ai un doute, c'est quand au dispositif que constitue Internet, qui est un dispositif qui est situé historiquement et qui a une singularité historique et qui n'est pas complètement neutre idéologiquement et qui a un des principaux effets d'Internet, c'est d'abolir les distances géographiques. Et j'en arrive à ma question, et je me demande, est-ce que ces variations ponctuelles qu'on observe actuellement ne peuvent pas cacher en réalité une homogénéisation des langues du fait de ce dispositif qui est c'est une bonne synthèse effectivement entre deux interventions. Est-ce que la disparition des langues amène à la nouveauté d'une langue? Peut-être que le dispositif actuel que constitue l'Internet qu'on connaît est aussi une façon de relayer la colonialité qu'on voit est complètement destructeur en Amérique latine et dans le reste du monde. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, donc effectivement, Internet bouscule radicalement la manière dont on peut s'adresser à l'un ou à l'autre, dans la manière dont c'est un média qui donne accès à une visibilité générale de manière radicalement différente que ce pouvaient faire les médias traditionnels comme la presse, la radio, la télévision, etc. N'importe qui est capable de proposer quelque chose. Ceci dit, quand on regarde les études qui sont faites notamment sur les réseaux sociaux numériques, sur Twitter, sur Facebook, etc., on s'aperçoit que la sociabilité des utilisateurs reste bien souvent une sociabilité extrêmement locale. C'est-à-dire que les amis qu'on a sur Facebook ou sur Twitter sont dans le fond les mêmes que ceux qu'on a en dehors d'Internet, c'est-à-dire des gens qui habitent près de chez soi, qui sont similaires à soi. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle d'homophilie sur ces réseaux. Nos copains sont les mêmes personnes que nous, peu ou prou. De la même manière que ça a toujours été le cas avant que ces technologies existent. Donc finalement, la structure sociale des populations observées en ligne est pas très très différente de la structure sociale des populations observées hors ligne. Donc de ce point de vue-là, je serais tenté de penser que la dynamique qu'on va observer est un petit peu similaire à celle qu'on observe dans la vie réelle et que ce risque d'uniformisation est assez peu risqué. Et en fait, il est d'autant moins risqué, et je pense que le deuxième argument est encore plus fort, que, comme je vous le disais tout à l'heure, toute cette variation, elle est une marque d'affirmation d'identité. Et à partir de ce moment-là, dire qu'il va y avoir homogénéisation, ça veut dire penser qu'on n'aura plus de groupes qui vont vouloir revendiquer une quelconque identité à travers leurs compétences linguistiques. Et ça me paraît complètement improbable. Donc j'ai pas trop d'inquiétude sur le maintien d'une certaine variabilité. Voilà. Je voulais juste rebondir sur cette notion de variation. On avait parlé de pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas reconstruire les langues jusqu'au début de la création du langage humain. C'est que cette variation a toujours existé. Les générations veulent faire exprès de ne pas parler comme leurs parents et leurs grands-parents. C'est depuis les Romains on parlait que c'était terrible, mais c'est toujours comme ça, si bien que les langues peuvent se renouveler en 3000, 5000 ans. On ne peut pas reconstruire au-delà de 5000 ans parce que le système entier peut s'être renouvelé et on ne sait pas dans quelle direction il a changé. Donc le changement dans les langues, ça a toujours été. Et peut-être qu'on le voit un peu plus sur Internet aujourd'hui, mais il y a la question en France de penser toujours aux Français standardisés, bloqués et congelés. Mais la plupart des langues du monde vivent entre les gens qui se parlent et la variation continue tout le temps. Et alors, pour conclure cette soirée, puisqu'on va bientôt se faire mettre à la porte, donc il faut bien s'arrêter, sur un petit message d'espoir sur la diversité des langues. Je suis allé chercher très loin ma conclusion dans les papillotes réveillons qu'on a mangé pendant la conférence. Et alors, c'est plus des blagues franchouillardes, maintenant c'est des proverbes du monde entier. Par exemple, un proverbe péruvien, à force de courir, tu vas finir par perdre ton poncho. Et alors, j'en ai peut-être un autre qui est un peu plus adapté pour conclure cette conférence. C'est un proverbe brésilien. La culture est l'unique richesse que les tyrans ne peuvent confisquer.
Je vous remercie. Merci.